Donc, dans le cadre du débat général, et dès lors que nos amis auront quitté la scène, j'appelle donc pour 5 minutes Michael Weber. Micro. Ah si, ça y est. Bien, chers camarades, chers amis, nous avions abordé ce congrès, nous sommes venus ici, moi de Moselle, en se disant que ce congrès serait peut-être historique. Et j'espère, effectivement, aux échos qui viennent à nos oreilles, que ce sera le cas. Mais attendons encore un petit peu avant d'avoir des annonces dans ce sens. En prenant le train pour venir de ma Moselle lointaine, à la proximité de la frontière allemande... Non, par contre, Michael, par contre, là, s'il vous plaît, au premier rang, faites-vous la bise en haut, là, parce que... C'est vrai que que les échanges tout à l'heure étaient passionnants. Voilà. Allez, Il Michael, faut le reconnaître. Merci. Je disais qu'en revenant de ma Moselle lointaine, en proximité avec l'Allemagne, et en faisant le bilan de ce congrès, je me disais que finalement, dans nos différents textes d'orientation, nous avions eu des débats qui étaient des débats nourris, pas simplement sur la stratégie qui devait être celle du parti, mais aussi sur le positionnement des idées qui animaient notre engagement. Et je reconnais que dans le texte d'orientation, refondation auquel j'ai contribué, nous avons eu de longs débats, de longues soirées passées ensemble à débattre de ces sujets. Ce qui nous rassemble et ce qui nous invite aujourd'hui, ce qui nous oblige, c'est bien sûr ce qui fait l'histoire du parti depuis très longtemps, la lutte contre les inégalités. Les inégalités sociales, qui ont toujours été au cœur de notre orientation et de notre combat, les inégalités environnementales, mais aussi les inégalités territoriales. Et c'est sur ces deux sujets que je souhaite revenir parce que je pense aussi que le Parti socialiste doit se réengager, doit se réaffirmer sur la lutte contre ces inégalités. Car elles sont aussi strictement superposables à la fracture territoriale, à la fracture de la carte électorale qui, comme on l'a dit hier, nous anime aussi. Ces inégalités environnementales d'abord. Le débat n'est pas de savoir quelles sont les orientations que l'on doit prendre pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous y sommes tous engagés. La question, c'est de savoir comment, d'un côté, on répond à l'anxiété des plus jeunes d'entre nous et que de l'autre côté, on répond à ceux pour qui cette inégalité et ce changement de paradigme lié au climat est source aussi peut-être de déclassement. L'inégalité territoriale, quant à elle, c'est ce débat que l'on oublie peut-être, à mon sens, trop souvent, car la gauche ne peut reconquérir le pouvoir qu'à condition qu'elle arrive à reparler à une partie du territoire importante qu'on appelle la ruralité, que d'autres appellent les territoires de marge ou de frange. C'est cette France des territoires à laquelle nous ne savons pas aujourd'hui nous adresser, cette France des territoires qui est aujourd'hui aux mains complètes de l'extrême droite, où l'extrême droite fait des résultats qui sont effectivement totalement insolents et qui ne répondent pas, je crois, à ce qu'elle est réellement. Cette France des territoires aussi, où nous avons des élus locaux, maires, présidents de département, présidents de région, maires de métropole, présidents d'intercommunalité, qui, au quotidien, mettent en œuvre des solutions qui peuvent effectivement répondre à cette attente. Et je crois que dans ces territoires ruraux, si l'on veut, de façon rassemblée, regagner des concitoyens, regagner des électeurs, il faut évidemment s'inspirer de ce que chacun d'entre nous y fait pour apporter une réponse qui soit une réponse concertée, une réponse à l'échelle nationale. C'est ce discours que l'on doit marquer, c'est ce discours aussi que l'on doit construire pour que l'on soit audible dans ces territoires-là. Je l'ai dit, cela ne peut se faire que dans l'union de la gauche. J'y ai toujours cru et je l'ai toujours pratiqué, quoi qu'en disent certains. Et je considère que cette union qui a fait la réussite à la fois de François Mitterrand, de Lionel Jospin, de François Hollande il y a quelque temps encore, doit être au cœur aussi de cette construction de demain. Et elle ne peut se faire qu'à condition que le Parti socialiste soit le parti central qui arrive à agréger, comme il l'a fait par le passé, les partenaires de l'ensemble de la gauche. Nous le savons, c'est aussi ce qui anime aujourd'hui notre congrès. Et puisque l'on parle du congrès et que les uns et les autres discutent pour trouver une solution, je rappelle que
il me semble aujourd'hui évidemment important que l'on puisse se rassembler, que chacun veuille se rassembler. Ce n'est pas qu'une parole, ce n'est pas qu'un mot, ce doit être des actes. Et ces actes-là, au-delà des discussions qu'il peut y avoir sur l'organisation du parti, feront que peut-être en sortant de Marseille, en retournant dans nos territoires, on pourra dire qu'on a gagné, que les socialistes, non pas une personne ou une autre, mais que les socialistes et que le Parti socialiste a gagné ce congrès. C'est ce pourquoi je voudrais que l'on se batte, parce que je sais que si les socialistes gagnent ce congrès, d'autres, notamment un certain Jean-Luc qu'on connaît bien, lui aura perdu ce congrès. Et donc, j'en appelle non seulement à ce rassemblement entre l'ensemble des textes d'orientation, mais j'en appelle aussi à nos camarades qui ne sont pas aujourd'hui parmi nous, soit parce qu'ils ont été suspendus, soit parce qu'ils ont été exclus. Et on ne peut reprocher à personne, même avec les hauts, on ne peut reprocher à personne, à ceux-là, à nous, d'être socialistes, car aucun d'entre nous, qu'il soit présent dans la salle, qu'il soit dans nos territoires, qu'il soit suspendu ou qu'il soit exclu, ne peut, en tout cas, se revendique de la gauche, a combattu effectivement avec la gauche, a combattu contre la droite et contre l'extrême droite, et qu'en vertu de cela, nous devons faire le nécessaire pour que le Parti socialiste soit rassemblé et puisse mener les combats sur lesquels nous sommes attendus, à commencer par le combat social qui commence ou qui continue dès mardi prochain. Merci. Merci, Michael. J'appelle Mathieu Klein pour 8 minutes. Bien, mes chers camarades, alors l'avantage, il faut toujours voir le verre à moitié plein dans la vie, et donc l'avantage d'intervenir juste après le débat international, c'est que cela permet à tout le moins de remettre, je ne vais pas dire l'église au milieu du village dans cette assemblée, mais enfin de remettre nos débats dans une perspective qui parfois peut-être s'éloigne un peu de la façon dont nous les vivons au quotidien. Comme vous toutes et vous tous, nous avons vécu des heures, des jours même, presque des semaines, particulièrement rudes. Mais comme dit le proverbe, à quelque chose malheur est bon. Et j'ai pu, sans doute comme vous, voir des électeurs, des électrices de gauche qui n'ont pas forcément voté pour nous récemment, mais qui sont attachés au Parti socialiste, venir s'inquiéter de notre sort. Et lorsqu'on s'inquiète, c'est qu'on a de l'attachement. Il n'y a rien de pire en politique que l'indifférence. Et j'ai donc pu mesurer que même parmi celles et ceux qui sont parfois éloignés, se sont parfois éloignés de nous, eh bien, il y a encore aujourd'hui de l'attente. Alors, ils font partie de celles et ceux qui, comme nous, subissent cette succession de crises infernales depuis 3 ans. Crise à l'échelle internationale, crise sanitaire, crise de la guerre sur le sol européen, crise énergétique, crise de l'inflation, qui laisse tout un peuple, et le peuple de gauche en particulier, souvent déboussolé. Cette profonde angoisse qui travaille notre électorat, qui travaille tout le pays, aujourd'hui, c'est bien celle à laquelle nous devons répondre. Dans beaucoup de pays européens et du monde entier, cette tentation de reprendre le contrôle sur son destin par une réponse nationale, voire nationaliste, par le repli sur soi, est aujourd'hui la figure politique majeure du début du XXIe siècle. Et quelles que soient les fortunes électorales d'un Trump, d'un Bolsonaro, d'une Meloni ou de tous les autres populistes de la droite radicale populiste ou nationaliste du monde, eh bien, la lame de fond est là et nous le savons toutes et tous particulièrement bien. C'est aussi le cas de notre pays. Nous n'y échappons pas. Et beaucoup ici se sont déjà succédés au micro pour rappeler que le seul ennemi, le seul véritable danger et le seul ennemi pour tous les socialistes, c'est l'extrême droite, cette droite radicale populiste. Nous n'avons pas d'ennemis à gauche, encore moins au Parti socialiste. Et nous devons aussi sortir de ce congrès avec cette vérité simple, élémentaire et pourtant essentielle si nous voulons un jour retrouver les faveurs de celles et ceux qui attendent que la gauche soit à la hauteur de leurs espérances. Alors, puisque nous n'avons pas d'autres ennemis et que pourtant ce constat de la déferlante populiste et nationaliste est là, eh bien nous devons aujourd'hui retrouver le chemin d'un espoir
à gauche. Et pour cela, la première pierre, c'est que ce congrès de Marseille ne peut pas se terminer autrement que par un accord, que par le rassemblement, que par un message d'unité et un message d'engagement. Nous ne pouvons pas prendre le risque ou avoir le luxe de quitter Marseille sur un sentiment de division. Et je me réjouis très sincèrement des perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui, samedi, en ce sens. Parce que nos électeurs, et ils l'ont déjà fait par le passé, ils peuvent nous pardonner nos disputes, nos batailles âpres. Ils peuvent nous pardonner ces heures rudes que nous nous infligeons, parfois, d'aucuns diraient trop souvent, à nous-mêmes. Mais ils ne nous pardonneront jamais de ne pas réussir à en sortir par le haut. Ils ne nous pardonneraient pas de persister. Parce que la démocratie, c'est le débat. Et ça, ils le savent. Alors, le rassemblement des socialistes, c'est le préalable du rassemblement de la gauche. Nous avons aujourd'hui une ligne majoritaire, une orientation politique qui a été choisie par la majorité des militants socialistes. Nous avons, et en tout cas, c'est ma conviction et celle, je crois, que nous partageons tous, un seul premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Nous aurons demain une direction rassemblée, pluraliste, solide et une minorité respectée. C'est donc bien la victoire de la démocratie au sein du Parti socialiste qui pourra demain être célébrée. Ce rassemblement, pourtant, ça n'est pas une fin en soi, nous le savons aussi. La clarté de nos engagements, la clarté de nos valeurs sont, eux, le sujet de l'après-congrès, de l'après-Marseille. Les socialistes ont, dans l'histoire, toujours eu une place singulière à gauche et dans la gauche. Une exigence universaliste qui, notamment aujourd'hui, nous fait porter le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes au plus haut de ce que l'exigence républicaine doit avoir dans l'exercice des responsabilités politiques. Et c'est aussi ce que nous devons voir demain dans la direction du Parti socialiste. Les conditions d'une réelle justice sociale sont le fruit de cette exigence universaliste. Nous le savons. Une identité consubstantiellement liée à la République et à la démocratie depuis Jaurès et depuis Blum. L'internationalisme, nous l'avons vu il y a quelques instants, qui est pour nous une valeur fondatrice de notre engagement et qui s'exprime dans un cadre européen que nous voulons continuer à bâtir. Et la social-écologie, car il n'y a pas, nous le savons, de trajectoire aujourd'hui socialiste possible sans cette transition écologique et justice sociale qui marchent toujours l'une avec l'autre. Alors cette place singulière, cette place constante que nous occupons, elle est aussi ancrée dans la vie de nos territoires. C'est aussi ça une des singularités du Parti socialiste dans la gauche. Ancrée dans la vie des territoires, une pensée articulée au réel qui bâtit des compromis politiques et sociaux pour que les sans-voix, les sans-droits, les plus fragiles, qu'ils soient au travail, qu'ils soient au chômage, qu'ils soient en études, eh bien, voient leur vie changer et vraiment changer. Alors, cette pensée, elle est aussi irréductiblement liée à la défense de la démocratie dans le monde et de la République en France. Puisque nous sommes au 80e congrès du Parti socialiste, j'ai retrouvé ce que disait Daniel Mayer lors du 37e congrès du Parti socialiste, qui fut l'héroïque dirigeant de la SFIO clandestine pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a donc, au congrès qui a suivi en 1945, dit de l'unité une chose simple et essentielle. Il nous faut préserver l'unité d'action pour préserver la République elle-même. C'est en effet la classe ouvrière qui a de tout temps défendu la démocratie et la République. Voilà le rôle singulier et éternel des socialistes dans la gauche et dans la République française. Alors, pour finir mon propos, nous avons tous déjà pu éprouver que les formes politiques, les partis politiques étaient mortels, bien sûr. Mais il n'y a rien d'indépassable que les valeurs fondatrices de notre engagement, de nos engagements et de notre engagement socialiste. Alors, les formes peuvent bouger, les partis peuvent évoluer, les coalitions peuvent être redéfinies. Le rassemblement des socialistes, le rassemblement de la gauche, pour gagner et transformer et changer la vie, reste
et restera notre seule et unique raison d'être. Que ce soit ça le message du Congrès de Marseille. Merci Mathieu. J'appelle maintenant Hélène de Comarmont pour 5 minutes. Et ce sera ensuite François Calfon. Chers amis, chers camarades, en arrivant au Congrès hier matin, il y avait dans le port le ferry Daniel Casanova. C'était ma grand-tante et celle de Fabrice, communiste, déportée dans le convoi des 230 femmes résistantes, mortes à Auschwitz, la tête haute, défendant au péril de sa vie la liberté, la République, la France. Et je me suis dit, alors que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, en France aujourd'hui, qu'elle gagne chaque année 600 000 voix, je me suis dit, est-ce que le Parti socialiste, mon parti, va sortir à Marseille de son triste état de ces 15 derniers jours et comprendre que sa responsabilité politique, comme celle de toute la gauche, est plus grande que lui. Elle est historique, cette responsabilité. Celle de construire avec les forces de gauche et les écologistes l'alternative aux libéraux et à l'extrême droite, parce que sinon, chers camarades, demain, nous aurons encore les libéraux et assurément l'extrême droite. Mais pour cela, il faut d'abord l'unité des socialistes. Et moi, je voudrais avant tout remercier Olivier, puisqu'il semblerait que nous puissions déboucher sur un accord et que la fumée blanche va bientôt sortir. Je voudrais remercier Olivier Faure, notre premier secrétaire à toutes et tous, car j'ai observé ces derniers jours sa volonté farouche à lui et à ceux qui l'ont entouré, et je dirais à tous les négociateurs, de tenir bon, de rester serein, de ne pas céder à la polémique pour tracer le chemin et l'issue de ce congrès houleux et inviter au rassemblement pour préserver l'unité de notre parti. Il l'a fait, et je veux quand même le dire, malgré le projet de quelques-uns de faire du tout sauf fort le leitmotiv de leur union. Il l'a fait malgré les blessures de ces derniers jours. Assumons-les, disons-le. Les attaques graves portées sur les plateaux télé comme sur les réseaux sociaux, qui ont heurté les militants, les ont mis en cause dans leurs pratiques. Et moi, au contraire, je voudrais dire à ce moment, souligner le formidable esprit de débat qui a animé la plupart de nos échanges dans les sections, dans les fédérations, dans les instances nationales. La franche camaraderie qui existe aussi et le respect entre nous, quels que soient nos choix. C'est d'abord ça, le Parti socialiste. Nous devons retrouver ce chemin. Cette main tendue, j'espère qu'elle va déboucher tout à l'heure et que nous aurons réussi cette unité tant nécessaire. Mais pour jouer pleinement notre rôle, il faut aussi une ligne claire et ce congrès aura permis cette clarification. D'abord, pour dire que nous sommes à gauche, ancrés à gauche et même au cœur de la gauche et que notre union est le seul chemin. C'est ce que nous faisons dans nos territoires, mes chers amis. Cette nécessité toujours de rassembler, de prendre acte de nos divergences, de nos désaccords, certes, mais de servir toujours l'intérêt général dès lors que nous partageons l'essentiel. Réaffirmer que nous n'avons pas d'ennemis à gauche, bien évidemment, et je partage les propos qui viennent d'être tenus, et que nous sommes capables de dépasser nos désaccords dans la coalition et dans l'accord de la NUPES.
affirmer enfin notre identité, ce que nous n'avons jamais cessé de faire, sans nous renier et être porteurs d'espoir. C'est ce que font nos parlementaires tous les jours et je veux les saluer. Je me réjouis du travail qui est devant nous et les conventions qui sont annoncées sur l'Europe, sur le féminisme, sur le changement climatique. Notre place demain, c'est d'être aux côtés de ceux qui luttent pour préserver le modèle social français mis en péril, et particulièrement sur le combat des retraites. Notre seule place est aux côtés des syndicats et des partis, dans l'unité. Car oui, il faut être dans la rue, n'en déplaise à certains, en même temps que nous savons être dans la responsabilité. Chers camarades, rassemblons-nous. Soyons au rendez-vous de notre histoire, celle de la gauche, celle de la transformation sociale, celle de la justice écologique, celle du service public, celle de l'égalité, du féminisme, de la lutte contre les discriminations, celle de l'Europe des peuples, celle de la jeunesse, de l'émancipation. Redonnons confiance aux Français en ce que nous sommes, dans l'exigence de la fidélité à nos valeurs, profondément humanistes, progressistes, internationalistes, européennes, universalistes, féministes, socialistes, comme le disait Stéphane Hessel. Indignez-vous, réveillons-nous et redonnons l'espoir aux Français, comme nous l'avons fait depuis le mois de juin, et continuons de leur promettre de changer la vie. Merci Hélène. J'appelle François Calfon pour 6 minutes. Et ensuite Alexandre Ouizil. Mes chers camarades, je voulais d'abord vous dire mon émotion et quelque part ma chaleur d'intervenir devant cette salle, parce que si on nous dit que les partis sont mortels, vous êtes la preuve vivante entre midi et 2 que renonçant à un déjeuner sur le Vieux-Port d'une bonne bouillabaisse, vous préférez le débat vivant, et en cela je tiens à vous en saluer. Ça montre, s'il en était nécessaire, la résilience de l'idée socialiste. La deuxième chose qui me remplit de joie d'une certaine manière, et c'est un peu symbolique, c'est d'avoir eu 2 maires, le maire de Nancy, conquête d'une métropole face à la droite, Mathieu qui nous a quittés mais qui incarne cet ancrage, et Hélène, maire d'une commune de notre beau Grand Paris, d'une commune qu'elle anime avec brio dans un rassemblement de la gauche. Et là, je tiens à dire à quel point c'est ce socialisme-là que nous voulons construire. Et puis, la maire d'Avignon n'est pas là, Cécile, je la salue, mais je me suis fait cette réflexion un petit peu iconoclaste de me dire que finalement la cité des papes dans notre beau pays n'était pas là où on croyait. Elle n'est pas momentanément en Avignon, cette cité des papes. Elle est bien en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais elle est en ce moment au Pharo, puisque nous attendons, telle la foule place Saint-Pierre, que la fumée blanche apparaisse et que peut-être un nouveau pape apparaisse, à moins qu'il y en ait 2, puisque vous voyez bien que même au Vatican, ils ont été capables de créer 2 papes d'affilée. Bon. Alors, nous regarderons, nous, parce que le Vatican n'a pas encore créé la papesse, et d'ailleurs peut-être eût-il fallu une papesse. Et je voulais utiliser avec ce trait d'humour et puis cette vision chaleureuse, puisque les tensions, le bûcher socialiste et les braises sont encore ardentes, vous dire à quel point la motion 1, les amis d'Hélène Geoffroy, souhaitent apporter leur pierre à l'édifice d'un rassemblement des socialistes, parce que l'explosion à Marseille aurait été dévastatrice. Alors pas d'abord pour nous-mêmes, mais pour les Français, perte d'un acteur comme ça. Mais le rassemblement, ce n'est pas la naïveté, le rassemblement dans la clarté. Et je voulais vous dire en quelques mots ce que je crois nous avons déjà apporté dans ce congrès, par la contribution que nous y avons apportée. Eh bien, je le disais à l'instant, la clarté, c'est de définir clairement le débat politique, le débat d'orientation, le débat stratégique, sans finalement user de subterfuges qui finissent par développer les haines interindividuelles qui n'ont pas lieu d'être, ou en tout cas dans lesquelles on se perd. Il y a d'un côté une stratégie d'approfondissement de la NUPES, de
de l'accord avec LFI, de pourquoi pas, et je reprends les mots du premier secrétaire actuel, finalement le souhait d'une candidature unique et commune. Et il y a de l'autre le souhait qui est le nôtre. C'est pour ça que je saluais en particulier Hélène avec ses mots très personnels qu'elle a eus sur son ancrage familial. Le souhait de dire, eh bien, il faut qu'il y ait une candidature issue de la gauche réformiste. Je me retrouve dans ce qu'elle a dit, c'est-à-dire à la fois qui conteste et à la fois qui gère. Et c'est ce que nous avons déjà apporté dans ce congrès. Nous avions inscrit dans la motion la nécessité d'une liste socialiste européenne. Ce n'était pas gagné. Nous l'avons gagné. Nous avons, je crois, par les propos que j'entends, permis de sortir de cette opposition frontale où la direction disait à la minorité que nous étions, que nous sommes toujours d'ailleurs, partez. Eh bien non, nous avons mieux à faire que partir, nous avons à créer, à se rassembler. Je donne ces exemples-là car finalement, ce qui tue le Parti socialiste, ce n'est pas deux lignes claires, c'est la confusion, c'est l'indétermination. C'est ça le problème, ce n'est pas d'avoir un débat tout à fait tranché. Ensuite, nous sommes au moment où la fumée blanche, nous dit-on, va apparaître. La fumée blanche va sortir de la curée. Et je ne suis pas aussi positif que Mathieu, j'aimerais l'être. Ce sera ou la fumée blanche qui sort de la curée, ou la curie pour le Parti socialiste. Et je voulais... Eh bien oui, on intervient, on essaie d'avoir quelques formules pour vous réveiller de votre torpeur, bien liée à le fait que nous n'avons pas pu nous sustenter. Et plus sérieusement, soit nous arrivons à évoluer d'un camp sur l'autre, de comprendre, d'écouter les arguments des uns et des autres dans ce qui se passe, soit finalement ce rassemblement n'est pas sincère. Et j'entends déjà dans cette salle dire il n'y a qu'un premier secrétaire, semblant dire que la collégialité n'est que technique. J'entends déjà certains peut-être se dire l'essentiel est préservé, il y a un premier secrétaire, et il y a une orientation à 80% qui est celle de l'approfondissement de la NUPES. Mais si on entendait comme ça, alors j'ai envie de dire que nous serions hors sujet. Au contraire, il faut construire les points de rassemblement. Il faut donner corps à cette collégialité. Il faut rétablir le débat au Conseil national. Il faut écouter le Bureau national. Il faut avoir des exécutifs dans les fédérations qui soient issus des rassemblements des différentes motions sur la base de la qualité du travail des premiers secrétaires fédéraux. C'est devant nous. Alors, j'ai envie de dire, travaux pratiques à ce rassemblement. Et ne laissons pas la poussière sous le tapis. C'est bien de passer le cap de Marseille, mais dès lundi matin, il y aura à cette collégialité une question qui sera posée, travaux pratiques. Élections législatives partielles en Ariège. Voulons-nous, nous sommes clairs, voulons-nous prolonger l'approfondissement de la NUPES en soutenant un candidat LFI? Nous sommes contre. Eh bien, très bien, je vous réveille, c'est les travaux pratiques. Voulons-nous au contraire, comme le demandent les amis de l'Occitanie, j'ai cru entendre, que leur point de vue dans le cadre de cette collégialité soit entendu et que le rééquilibrage s'opère par une candidature socialiste dans ce département de gauche en Occitanie? Eh bien moi, je le souhaite. Alors, et quand je dis la curée ou la curie, écoutons-nous, avançons, faisons évoluer nos points de vue, ou alors, eh bien tout ça volera en éclats. Et ce ne sera pas un congrès de recalage, mais bien un congrès de replâtrage. Et c'est ce que nous devons éviter. Et alors, le troisième point pour éviter... Non, là c'est... Non, merci. Tu termines, je crois que... Non, tu termines pas. Ben, si, merci. Termine, non, tu as une minute de plus. Non, je te coupe la parole. Président du Conseil national. Je te coupe la parole parce que... je te coupe la parole parce que tu as empêché de plus de une minute. Tout le monde a respecté son horaire depuis tout à l'heure. Donc... Tu vas me laisser finir. Donc tu ne laisseras... Non, tu as fini. Tout le monde a respecté son horaire depuis le début de ce congrès, à part Patrick Benouchi et toi. Et donc maintenant, tu vas laisser la place à Alexandre Wiesel. Alexandre Wiesel pour 5 minutes. Je demande à Alexandre Wiesel de venir sur scène et devant le congrès, tu arrêteras cette pression que tu exerces depuis des années devant le Conseil national de ne pas respecter la règle. Donc, tant que je suis président du Conseil national, je fais respecter les règles. Et donc, quand tu auras
Quand tu auras une nouvelle présidente du Conseil national, tu feras ce que tu veux. En attendant, tu laisses la place à Alexandre Ouizil. Très bien. Alexandre Ouizil pour 5 minutes. Oui. Bon, ça avait si bien commencé, François. C'est dommage. Luc, je te promets, je regarde le décompte avec beaucoup de précision. Comme tout le monde le fait depuis hier, avec respect. Pour éviter les choses. Bon, moi, je suis évidemment très heureux d'être avec vous aujourd'hui à Marseille, très heureux et pour tout dire un petit peu soulagé, puisque les nouvelles qui nous parviennent en effet de la chapelle Sixtine sont plutôt bonnes. Donc, évidemment, les choses sont extrêmement positives. Vous dire qu'en effet, aujourd'hui, quelque chose se referme et quelque chose s'ouvre. Je crois que nous avons tous, quels que soient nos textes d'orientation, en partage le goût de la victoire, l'envie de redonner de la force à nos idées, l'envie de changer la vie, de trouver les voies et moyens pour le faire. Il y a ensuite un débat, une discussion entre nous sur la méthode et je dirais même sur l'outil. Et moi, c'est là-dessus que j'aimerais discuter aujourd'hui, essayer de poser avec vous quelques jalons sur ce que devrait être, à mon avis, le Parti socialiste demain. D'abord, le Parti socialiste, il doit être un parti. C'est-à-dire qu'en effet, nous réaffirmons, et c'est pour ça que nous sommes là, notre attachement à la forme partisane. La forme partisane, elle a été questionnée plusieurs fois dans notre histoire. Dans les années 70, c'était les autogestionnaires qui nous disaient que cette forme était caduque et qu'il fallait peut-être en revenir à autre chose pour conquérir les responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes questionnés par le mouvementisme qui nous dit que la forme parti, de la même manière, serait un petit peu en difficulté. Et ben moi, je pense qu'il faut réaffirmer que la forme parti et ce que nous portons est ce qui permet, est l'outil qui permet les victoires et qui permet évidemment de changer la vie des Français. Je le dis, mais en disant aussi qu'il y a des conditions à cela, des conditions. Et la première peut-être des conditions, c'est le rapport entre liberté et solidarité. Liberté totale dans la discussion politique entre nous au moment de la délibération, mais solidarité dans la mise en œuvre de ce qu'une majorité a décidé. Sans ça, il n'y a pas de parti politique possible. Ensuite, sortir de la confusion entre les théâtres. L'interne n'est pas l'externe. Et nos querelles n'intéressent pas les Français, en fait. Et donc, gardons cette frontière entre l'interne, ce qui relève de l'interne et de l'externe. Tout le reste nous pollue. Ensuite, sur le parti lui-même, on ne va pas refaire le parti tout intégré avec les intellectuels dedans et puis tout le monde dedans, comme dans les années 60-70. En revanche, on doit inventer quelque chose de nouveau. Le parti au milieu est une constellation d'objets, de think tanks, de gens qui réfléchissent, de gens qui se mobilisent, et puis créer des liens avec eux. Dès que quelque chose émerge, on va les voir, on discute avec eux, on voit comment ils s'insèrent dans le monde de la critique socialiste. Voilà, c'est ça, c'est un parti qui est au centre, mais qui n'est plus, en effet, là où se passe tout et où on peut tout gérer de l'intérieur. Et donc moi, je pense qu'il faut qu'on ait cet esprit-là, cette manière de travailler, et puis qu'on encourage les gens à créer des choses, que nous-mêmes, on suscite des choses sur les réseaux sociaux, qu'on suscite des médias, qu'on suscite des revues, qu'on les accompagne. Et c'est ça, à mon avis, qui permettra de sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes et d'avoir une forme de créativité qui se libère. Voilà, je pense que c'est un point important. Ensuite, il y a la question du rapport de nos élus locaux au combat politique. Voilà, moi je suis un élu local, donc je le dis avec beaucoup de simplicité. Le rapport entre les élus locaux et le combat politique. Je pense qu'il faut qu'on arrive à recréer une figure de l'élu militant où les élus locaux portent encore davantage les combats politiques. Et je donne un exemple très simple qui a été fait cette semaine. La maire de Paris a décidé que le 31, ce serait mairie morte. Et bien, quand on fait ça, on accompagne le mouvement social, on accompagne le mouvement syndical, et on se bat, et on se met dans une dynamique politique où on s'appuie sur notre force locale pour donner de la force à nos combats nationaux. Et ça, il faut qu'on arrive à le répliquer, je pense, bien davantage. Ensuite, moi, je le dis aussi aux groupes politiques. Lorsqu'on est un élu local et lorsqu'on est premier fédéral, c'est mon cas,
On est partagé entre le parti, la visite au syndicat des déchets, puis ensuite on va chez le bailleur social, et puis on va travailler à la mairie. On a besoin de matière, on a besoin de matériaux. Et vous nous avez fourni, par exemple, avec ce qu'on a reçu sur le paquet retraite aujourd'hui, et ça, il faut que ce soit constant. Il faut que de manière constante, on puisse être alimenté, parce qu'on ne peut pas tout reprendre à l'échelon local. Donc merci, je ne sais pas si Boris est dans la salle, mais c'est important qu'on puisse avoir ça. Et puis, je termine par un point qui est le plus important peut-être pour moi, la question du programme. Le programme, je vais terminer tout de suite, Luc, je ne veux pas te mettre en difficulté, le programme. Être cotisant du PS, être adhérent du PS, c'est pas être cotisant, c'est partager le programme. Et moi, je m'inquiète quand je vois, et je le dis avec beaucoup d'honnêteté, que certains de nos camarades connaissent mieux l'avenir en commun qu'il est temps de vivre mieux. Et donc, notre boulot, c'est de faire en sorte que tous les militants socialistes portent le programme, et je vous remercie parce que j'ai plus de temps. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Je vais appeler Andrea Brouille. Puis ensuite, on écoutera André Léniel. Je le dis pour que les personnes s'approchent avant de leur prise de parole. Andrea, fais attention, les escaliers sont glissants. Hein. Ne te casse pas la figure pour être... on t'attend patiemment. Pour 6 minutes. Merci de votre bienveillance à tous. Chers amis, chers camarades, lundi, dès la fin de ce congrès, ce sera le début d'un nouveau cycle pour nous. Dans la démarche de refondation, nous avions proposé les états généraux de la transformation sociale et écologiste. Ceux-ci permettront partout, dans tous les territoires, de s'appuyer sur les forces vives de nos fédérations, de nos sections, et au-delà des partis, des femmes et des hommes qui font vivre au quotidien nos territoires. J'invite la direction nationale à engager cette nécessaire refondation pour remettre les territoires au cœur du développement que nous portons au profit d'une vision d'une société plus juste. Dans cette logique, je vous invite à venir à la rencontre des maires, des présidents d'intercommunalités, des départements, des régions, observer ce que nous faisons au quotidien pour nos concitoyens. En Nouvelle-Aquitaine, d'où je viens, nous accompagnons les transitions, notamment énergétiques, en aidant les entreprises à s'y adapter, en réduisant leur consommation énergétique, en faisant que cette énergie soit plus sobre et moins carbonée, en permettant de favoriser des achats plus responsables, des achats, je dirais, locaux et non sur étagère, d'accompagner la transmission, enjeu majeur pour maintenir l'emploi sur nos territoires. Je citerai notre programme phare d'Usine du Futur qui permet d'améliorer la compétitivité des entreprises tout en permettant d'améliorer la qualité de vie au travail. La Nouvelle-Aquitaine, comme toutes nos régions socialistes, sont des laboratoires de ce que nous pourrions faire au niveau national pour permettre de redonner l'autonomie en santé, en relocalisant des industries pharmaceutiques comme l'entreprise Catalent à Limoges, pour le conditionnement des médicaments. Notre fierté, c'est aussi de réimplanter les industries dans nos territoires en déprise d'emploi, comme à la Souterraine, en Creuse, avec Riolan et ses 300 emplois créés, territoire qui avait subi un accident industriel majeur de l'entreprise GMS. Et pour relocaliser des entreprises, le foncier ne suffit plus. C'est tout un écosystème qu'il faut recréer, consolider les atouts de nos territoires. Il faut pouvoir accueillir ces entreprises, ces industries, mais il faut aussi accueillir les salariés, leurs familles. En tant que maire d'une ville, d'une petite commune de 3000 habitants, je le vis au quotidien. Quand les familles s'installent sur mon territoire, elles me demandent « Est-ce que ma fille pourra aller à l'université ? Est-ce que mon fils pourra continuer son sport préféré ? Est-ce que nous aurons accès à un médecin traitant ?» Se pose également la problématique du second emploi et comment se déplacer. L'industrie, mes camarades, c'est répondre aux défis des transitions, notamment énergétiques. Sortons de notre vision biaisée d'une industrie forcément carbonée et permettons un développement viable et durable de nos territoires. L'entreprise, c'est la réalité de la plupart de nos concitoyens qui sont salariés.
Leur qualité de vie au travail est ainsi déterminante pour l'attractivité de ces entreprises et résoudre les problèmes de recrutement. Oui, le travail peut être émancipateur, n'ayons pas peur de le dire, mais notre héritage politique et notre vision, c'est de renforcer les droits des salariés, d'améliorer les conditions de travail, de réduire la pénibilité et d'assurer les droits de formation. C'est aussi ça, le dialogue social, que nous devons renforcer dans notre pays. Les salariés comme les entreprises ont à y gagner. La justice sociale, c'est aussi l'équité territoriale. En permettant l'implantation d'universités en ruralité, en intégrant des formations d'enseignement supérieur dans nos lycées, garantissant ainsi l'accès à ces formations pour tous, partout. C'est ça la gauche, mes camarades. Voilà ce qu'il nous faudra porter ensemble. Travailler au long cours, un projet de société qui émane des territoires, qui vient de la base et que nous porterons ensemble dans l'unité. Pour remettre le Parti socialiste au cœur de la gauche et dans le cœur des Français, il faut porter un projet crédible et concret. Nous, élus, responsables dans les collectivités territoriales, nous éprouvons ces solutions au quotidien et elles font leurs preuves. Il est temps de s'en inspirer et de travailler. Nous avons donc tous les atouts, mes chers camarades, pour réussir. Mobilisons ce potentiel et ensemble, regagnons le cœur des Français. Merci Andrea. J'appelle notre ami André Léniel pour 7 minutes. Et se prépare Jean-Christophe Bonrepos. Salut. Chers camarades, un certain nombre d'intervenants, hier en particulier, se posé la question de la place qu'occuperait notre Congrès dans l'histoire du socialisme. Et je pense que c'est une bonne question. Je voudrais remonter un tout petit peu plus loin. Nous sommes le 5 septembre 1870. C'est le lendemain de la proclamation de la République. Et Victor Hugo, après 19 ans d'exil, revient à Paris. Il pensait n'être accueilli par personne, il n'avait pas annoncé. Il arrivait à 10h du soir à la gare du Nord. Et aux surprises, il y a des milliers de Parisiens qui l'attendent. Et que leur dit-il ? Il leur dit « Je ne vous demande qu'une chose, la République étant fragile, c'est l'union. Par l'union, vous vaincrez, étouffez toutes les haines, éloignez tous les ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles. » Je ne sais pas si ça rend invincible, mais c'est assurément la condition pour changer la vie. Moi, je voudrais vous parler, puisque j'ai décidé de parler histoire, de 2 grands congrès qui ont conditionné nos victoires. C'est d'abord, bien entendu, Épinay. Épinay, le grand débat, c'était « allons-nous, avec le Parti communiste, faire un programme commun ?» Quel était le rapport de force de l'époque ? Puisqu'on nous parle aujourd'hui du rapport de force par rapport à la France insoumise. Jacques Duclos avait obtenu plus de 23% aux élections présidentielles 2 ans avant. Le Parti communiste avait une multitude de villes, de communes dans notre pays, une armée de militants. Et nous avions, nous, des petits clubs, j'en faisais partie, la Convention des institutions républicaines, et une SFIO agonisante. Et le pari a été pris à Épinay, haut de justesse dans les résultats. Mais le pari a été pris que la réponse, c'était le programme commun. Déjà à l'époque, nous entendions avec François Mitterrand les mêmes arguments qu'aujourd'hui. Mais vous allez vous faire dévorer. Parfois, ça allait jusque les chars soviétiques seront dans notre pays. À l'époque, c'était Georges Marchais, c'était l'Union soviétique.
Mais le choix a été fait. Le choix a été fait de l'audace plutôt que de l'enlisement. Et aujourd'hui encore, ce que nous avons fait, ce que nous devons faire, et moi je veux saluer l'action qui a été menée par Olivier et par toute l'équipe de direction, ça a été de choisir l'audace plutôt que l'enlisement. Et puis, je voudrais vous parler du congrès de Metz. Le congrès de Metz, c'était le congrès de la division de la gauche, puisqu'on théorisait les gauches irréconciliables. Il y avait la première gauche, j'étais déjà là dans les archaïques, et la deuxième, qui était forcément l'avenir. Et nous avons gagné, aux côtés de François Mitterrand, de justesse, le congrès de Metz. Et le choix qui a été fait, ça a été de privilégier la ligne sur un accord. Et la consigne que nous avions à quelques-uns en commission des résolutions, c'était de ne pas faire l'accord. Parce qu'il fallait que la ligne soit claire, que la ligne refusait, que l'on considère comme irréconciliables les gauches dans notre pays. Alors oui, ce congrès de Metz, il a été décisif pour dire que la gauche, il n'y avait jamais d'ennemis parmi elles et qu'il y avait toujours la volonté de les unir. Alors, mes camarades, il faut qu'on arrête d'intérioriser un certain nombre de complexes. Nous voulons tous que le Parti socialiste soit le parti pivot, qu'il soit évidemment le socle de la victoire. Et nous savons les uns et les autres qu'il y a deux conditions à la victoire. La première, c'est l'union de la gauche, et la deuxième, c'est que les socialistes en soient le cœur. Mais j'en entends qui nous disent « il faut attendre d'être le cœur pour agir ». Et nous nous disons « non, c'est en agissant que nous serons le cœur ». Mes camarades, nous sommes beaucoup plus forts que beaucoup d'entre vous ne le pensent. Cessez d'intérioriser parce que nous avons eu des résultats, disons-le, calamiteux, aux élections présidentielles, 2 fois de suite. Cessons d'intérioriser que nous serions en état de faiblesse par rapport au reste de la gauche. Si nous prenons les 2 groupes parlementaires, le Sénat et l'Assemblée, nous sommes le premier parti de gauche par le nombre de parlementaires. Si nous prenons les régions, c'est l'une de nos camarades qui préside l'Association des régions de France, Carole Delga. Si nous prenons les départements, nous avons plusieurs dizaines de départements, alors que la France insoumise n'en a évidemment aucun. Si nous prenons, bien entendu, les communes, les intercommunalités, alors nous sommes immensément majoritaires par rapport à notre gauche. Nous avons les forces. Nous devons nous appuyer dessus. Il y en a qui disent « attention, ne faites pas un parti d'élus ». Mes chers camarades, moi je préfère un parti d'élus à un parti qui n'en a pas. Alors oui, nous avons une force réelle, une force puissante, qui est dans tous les territoires. Et j'ai entendu avec plaisir beaucoup d'intervenants dire « il faut s'appuyer plus sur les territoires ». Eh bien, je vous le dis aussi, nous avons cette capacité de mobilisation. Je fais partie des maires qui fermeront leur mairie mardi, bien entendu, parce que nous sommes dans le combat social. Et je n'ai pas attendu le Congrès pour l'annoncer, rassurez-vous. Donc, nous sommes dans ce combat. Et moi, je veux dire très simplement, si nous nous appuyons sur nos forces, si nous avons ligne claire, un premier secrétaire qui est désigné, qui est Olivier Faure, alors nous avons la capacité à reprendre les mots du poète René Char. Le réel, quelquefois, désaltère l'espérance. Et il ajoutait, c'est pourquoi, contre toute attente, l'espérance survit. Merci André. Tu souffriras qu'on puisse être rocardien au congrès de Metz et soutenir Olivier Faure aujourd'hui. Jean-Christophe Bonrepos pour 5 minutes. Chers camarades, j'ai entendu à l'instant
et bien avant des propos sur l'unité, la nécessaire unité, je les partage. Et je ne doute pas qu'après moi, d'autres monteront à cette tribune pour nous appeler à l'unité et à la responsabilité. Bien entendu, la situation l'exige. Mais cette unité n'est possible que dans la sincérité. L'unité de façade serait rapidement un désastre pour nous tous. Et donc, il faut des gages concrets à cette unité. Le premier, c'est sur le constat. Le constat que la quinzaine déplorable qui nous a agités est une responsabilité collective. Et non pas, comme je l'ai entendu par une intervenante précédente, la responsabilité de quelques-uns. Et il n'y a pas de main tendue par quelqu'un à d'autres, mais il y a un mouvement collectif, à égalité, pour nous rassembler. Le deuxième constat, j'espère qu'on le fera, c'est de convenir que le résultat, nous n'avons pas mis collectivement les garanties pour que le résultat du vote du 19 soit incontestable. Il faut également que nous le reconnaissions collectivement. Ensuite, pour l'unité, nous l'avons vu dans nos débats, nous avons un socle qui nous rassemble. Nous avons beaucoup débattu, il y a des contributions thématiques, il y a beaucoup d'idées qui nous rassemblent, et c'est ce socle-là, sur ce socle-là qu'il faut nous appuyer. Mais nous avons aussi des divergences. Nous avons une divergence majeure sur la manière dont a été conclu l'accord de la NUP. Non pas sur le rassemblement, de l'ensemble de la gauche, comme cela a été dit, mais sur la manière dont a été mené cet accord. Et donc, alors regardons, puisque nous sommes démocratiques et que vous allez certainement me laisser parler jusqu'au bout, puisque vous l'êtes également, je l'espère, donc regardons le vote du 12, qui lui est, je crois, collectivement partagé et incontestable. Je rappelle qu'à l'époque, certains d'entre nous, dont je faisais partie, avaient demandé une consultation des militants pour l'accord de la NUP. Cette consultation n'a pas eu lieu, on nous a expliqué qu'on n'avait pas le temps. Donc le vote où les militants ont pu s'exprimer, c'est le vote du 12. Et que nous ont dit les militants lors du vote du 12 ? Qu'ils mettaient en minorité la majorité sortante, puisque personne n'a dépassé les 50%, et donc qu'ils mettaient en minorité la majorité sortante sur cette question. Donc si nous analysons le résultat du 12, l'unité n'est pas garantie si c'est dans ce brouhaha qu'on essaie de la faire. Mais je poursuivrai jusqu'au bout. Si nous analysons jusqu'au bout le vote du 12, chers camarades, donnons-nous des gages d'unité. Le chrono tourne, je vais le respecter, mais laissez-moi parler jusqu'au bout. Le 12, les militants ont choisi de parler à l'ensemble de la gauche, sans exclusive, mais ils n'ont pas validé le fait de le faire sans condition. Et donc, il faut maintenant que nous allions nous asseoir pour discuter avec tout le monde, mais discuter avec des exigences, discuter sur un moyen terme, prendre le temps de la discussion pour que la gauche soit en capacité de mener un programme commun qui sera validé par les militants. Donnons-nous ce choix-là. Et je vais vous donner l'occasion de m'interrompre encore plus parce que je suis le premier secrétaire fédéral de l'Ariège. Et qu'en Ariège, il y a une élection législative partielle. Et je demande à la direction nationale de prendre acte du vote du 12 pour au moins nous laisser la possibilité de mener ce combat en Ariège sans que notre opposante LFI ait le poing et la rose sur sa profession de foi, sans que notre opposante LFI qui s'oppose à tout ce qu'on fait dans le département, qui s'oppose à Christine Tecky, présente dans la salle, présidente du conseil départemental, qui s'oppose à toutes les mairies, qui s'oppose à Carole Delga à la région. Et c'est sur ça qu'on veut faire l'union. Donc, donnez-nous la possibilité de mener ce combat et apprenons à être respectueux. Nous avons encore beaucoup de travail
dans ce sens-là. Merci Jean-Christophe. Et j'appelle la dernière intervenante de cette séquence-là, il y en aura d'autres dans l'après-midi, de ce débat général des Théo, avec Laurence Dufaux pour 5 minutes. Et ensuite, vous l'avez compris, Laurence, on passera donc aux procédures de vote selon des modalités qu'on va me passer pour que je comprenne quelque chose. Mes chers camarades, je sais que le suspense monte. Je suis la dernière intervenante de mission difficile et j'espère être à la hauteur. Ce congrès fait partie des rites de notre parti, rites que nous traversons avec plus ou moins de succès. Les congrès à enjeu, comme celui de Marseille, sont malheureusement les congrès à plus haut risque, car souvent, au lieu de regarder l'extérieur, nous nous regardons, nous nous autocentrons et nous surjouons nos différences. Car regardons quand même le moment dans lequel nous sommes. Et beaucoup de nos intervenants, quels que soient nos textes d'orientation, l'ont dit. La guerre est sur le continent européen. La guerre est aux portes de l'Europe politique. La démocratie, partout dans le monde, est remise en cause par l'autocratie. Le libéralisme économique nous entraîne de crise en crise. Crise économique, crise sociale, crise environnementale et crise démocratique. Les Françaises et les Français ont affaire aujourd'hui à une situation inflationniste qui jette de plus en plus de monde dans la pauvreté. Après une vie de travail où plusieurs et de très nombreux et de plus en plus de nombreux Françaises et Français se demandent s'ils finiront les fins de mois, le gouvernement leur promet pour demain une retraite de misère pour ceux et celles qui ont le plus souffert dans le monde du travail. Alors, mes camarades, je nous invite, et je pense que c'est l'esprit que nous avons suivi, à prendre de la hauteur et à dépasser les déceptions qui existent dans tous les camps. Notre parti a une ligne et une stratégie politique définie dans la clarté. Elle a été tranchée le 12 janvier dernier avec 49% pour le texte d'orientation qu'a conduit Olivier Faure. Il y a eu après un texte qui a fait 30% et un texte qui a fait 21%. Ce texte majoritaire, il a fait 49%, mes camarades. Notre parti a un premier secrétaire élu le 19 janvier dernier. Ce premier secrétaire est Olivier Faure. Ce premier secrétaire sera confirmé par ce congrès. Mes camarades, laissez terminer Laurence. Nous le reconnaissons, ce score est serré. Personne ne dit le contraire. Mais mes camarades, arithmétiquement, c'est plus compliqué, effectivement, quand il y a 2 personnes que quand il y a 3 textes. Et je tiens à rappeler que l'alliance des contre ne fait pas une alliance de pour et ne définit pas ni une ligne ni une stratégie politique. Alors, mes camarades, nous parlions de territoire. Et je vous invite à tourner vos regards vers un territoire singulier, celui d'où je viens, la Bretagne, et que nous prenions exemple aussi sur ce qui se passe en Bretagne. Nous dirigeons le conseil régional, 2 départements sur 4, les 2 métropoles, et avons fait élire 3 députés socialistes lors des dernières élections législatives, alors qu'en 2017, nous n'avions plus aucun député. Malgré nos différences en Bretagne, malgré nos votes au Congrès, nos fédérations ont toujours gardé à l'esprit l'intérêt de nos concitoyens et de nos concitoyennes et l'intérêt de notre parti.
Nos fédérations ne se répandent pas dans la presse, ne jettent l'opprobre sur aucun, et elles travaillent à ce que notre parti puisse présenter une alternative pour nos concitoyens. Alors, mes camarades, je nous félicite collectivement que nous puissions emprunter l'esprit de la Bretagne et que, au-delà de nos divergences, nous soyons guidés par l'envie de changer la vie de nos concitoyens et de nos concitoyennes et de faire barrage au péril de l'extrême droite par l'union de la gauche et des écologistes. C'est ce qu'attendent nos électeurs et nos électrices. Et c'est par cette union que nous redonnerons l'espoir à ceux et à celles qui aujourd'hui ne votent plus. Je vous remercie, mes camarades. Bon, chers camarades, vous avez compris donc ce cycle de prise de parole de Théo est terminé. Il se continuera plus tard dans l'après-midi